J'y vais quand je veux, 4 à 5 jours par semaine. Parce que le samedi, j'ai vu pas trop de la moto. Les salariés à la retraite. Ils appellent pas ça comme ça, mais les salariés à la retraite. Et ceux qui possèdent des actions ne peuvent pas les vendre à l'extérieur des salariés ou des retraités. Donc, ils ont un actionnariat qui leur garantit, que ce soit les journalistes qui ont le contrôle capitalistique des choses. Alors il y a un effet pervers, enfin il y a un double effet pervers, c'est qu'en fait les anciens actionnaires n'ont pas vendu leur action aux jeunes. Alors j'ai 60 ans, hein, donc j'approche de la catégorie des vieux, mais ce qui fait qu'il y a eu des très gros soucis entre la jeune génération et l'ancienne génération. Il y a eu quelques mois, quelques articles qui sont sortis. Ça s'est terminé au tribunal quand même. Oui. Ça s'est terminé au tribunal avec des histoires de harcèlement, Et il y a une deuxième conséquence, c'est que, et d'ailleurs les deux conséquences sont liées, c'est qu'ils n'ont pas pris le tournant Internet. Chercher le cadre enchaîné sur Internet. Ils ont un site, hein. Oui, c'est nul. Enfin, franchement, ça n'a aucun intérêt. Donc s'ils ne se bougent pas, ils auront des problèmes. Hier, sur France Inter, il y avait un journaliste qui avait interviewé par Tina Devillet, surtout suite au... Hier, sur France Inter, il y avait un des journalistes qui a balancé le fait qu'il y avait eu des faux... l'emploi fictif d'une des... Oui, alors il y a eu cette histoire-là. Voilà, donc là, il était interviewé hier suite à ça, mais il parlait effectivement que c'était assez nébuleux le fonctionnement, mais il n'avait pas l'air de dire que c'était un problème, parce qu'ils ont des réserves, visiblement. Non, mais le canard enchaîné, je ne connais pas leur comptabilité, mais je crois qu'ils ont effectivement, financièrement, ils vont très bien. Hein. Ils vont très bien. Maintenant, vous avez vu sur le c'est Madame qui l'avait, mais sur la diffusion, aujourd'hui, si vous ne diffusez pas sur Internet, vous mourrez. Hein. C'est-à-dire la presse papier, la montagne, chez moi, la montagne. À votre avis, quel est l'âge moyen du lecteur du papier à la montagne? Pas de site Internet. Forcément âgé. 67 ans. Et quelle est la première cause de désabonnement à la montagne? J'ai un exemple dans ma famille. Hein. Quand mon beau-père est décédé, on a arrêté la montagne. Il y a des jeunes, hein, ceci. Il y a des jeunes qui font ça. Je ne sais pas, c'est possible, vous me l'apprenez. Madame me dit que Ouest France, il faut avoir, pour s'abonner sur Internet, il faut d'abord avoir l'abonnement papier. Se débarrasser d'abonnement papier pour la PQR, c'est pas facile, hein, parce que je pense qu'il y en a beaucoup parce qu'ils limiteraient leurs frais. Hein, je veux dire, l'imprimante, les imprimés, ça coûte cher, puis le papier aussi, en ce moment en plus. Mais oui, enfin, tout coûte cher, mais ils réduiraient leurs frais, mais ils ont un lectorat traditionnel. Alors moi je vais parler de la montagne que je connais mieux que Ouest France, mais si la semaine prochaine la montagne disait dans 15 jours il n'y a plus d'édition papier, la montagne dans 2 mois il n'existe plus. Bon, en plus leur site internet n'est pas terrible, mais il y en a un qui est venu me démarcher il n'y a pas longtemps chez moi, j'ai essayé de lui démontrer là. Pas plus con. Je voulais revenir sur votre introduction. Vous avez salué 2 journalistes qui ne sont pas connus et qui font sûrement un travail... Olivier Dubois un peu quand même. Oui, Olivier Dubois, oui. Le second peut-être un peu... Non, l'autre est pas connu. Un travail en tout cas avec des risques. Vous auriez pu aussi situer
cité des gens qui s'engagent fort et qui l'ont payé cher. Je pense à Julian Assange, je pense à Edward Snowden, qui quand même ont révélé des choses extrêmement importantes. Alors, c'est dommage que vous n'avez pas posé la question à Jacques Frenzel. Je peux vous dire qu'il aurait été beaucoup moins optimiste que vous sur les deux personnes que vous venez de citer. Oui, néanmoins, non, mais on n'est jamais tout blanc ou tout noir. Néanmoins, ils ont fait avancer un certain nombre de points en termes de vérité. Non, mais pour généraliser, bon, je ne vais pas parler de Snowden. Je suis pas sûr que je suis très gentil avec eux, mais peu importe, ils ont payé sûrement beaucoup trop cher, ils payent beaucoup trop cher une situation mais j'aurais pu en citer 250. Oui, c'est vrai. Et par contre, vous avez cité Madame van der Leyen, qui, selon vous, a un regard noble sur la presse. Je me permets de vous dire que c'est quand même une des femmes aujourd'hui dont on sait qu'elle est corrompue. Elle a dû quitter l'Allemagne parce qu'elle avait aussi... Je vous laisserai la responsabilité. Oui, non, mais aucun doute. Je vous laisserai la responsabilité de votre propos. Mais elle a bien quitté l'Allemagne en tant que ministre, s'est exilée pour éviter de passer en procès. Vous savez, s'exiler en Belgique quand on est allemand... Oui, enfin bon, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Le fond, je pense aussi, c'est ce qu'on appelle les agences de presse. Vous n'avez pas évoqué les agences de presse, qui en fait alimentent essentiellement tous les grands journaux dont vous avez parlé et qui, me semble-t-il, répètent un peu en chœur ces infos qu'on leur donne, et notamment, ça se voit les journaux, vous ne parlez pas des... Oui, je pense essentiellement aux journaux. Des journaux, mais vous avez la presse télévisée. Oui, enfin, les journaux, les médias, quoi, d'une manière générale. Oui, je dis journaux, mais il n'y a pas que médias. Oui, non, vous avez raison. Là, il y a effectivement, on retrouve les... Je vais vous raconter une petite anecdote pour la préparation de cette conférence, justement, qui dit exactement ce que vous êtes en train de dire. Certains journaux ont tendance à faire du copier-coller de ce que disent des AFP et autres. Alors, c'est pas que les AFP en retard font pas du bon boulot, ils font de l'excellent boulot même, mais c'est les journaux qui font pas du bon boulot, parce que c'est pas leur boulot, c'est pas de faire du copier-coller. D'ailleurs, Julia Cagé a fait il y a quelques années, enfin ça fait 5, peut-être 8 ans, un article justement là-dessus sur les copier-coller dans les journaux, c'est exactement ce que je dis. Et la petite anecdote, c'est qu'en préparant, par exemple, je cherchais sur Libération des informations et j'avais un peu de mal d'en trouver. Et à un moment, je trouve une information dans Challenge, qui est d'ailleurs dans ma liste de bibliographie. Et j'avais oublié de noter l'adresse là-bas. Mais j'avais le titre, donc je mets le titre dans un moteur de recherche. Et je me suis aperçu que je retrouvais à la virgule près le même article, je sais pas, dans 20, 30 médias. C'était incroyable, quoi. Incroyable. Non, là, vous avez complètement... Oui, là, il y a un souci. Bon, d'un autre côté, c'est ce que je vous disais aussi, même Mediapart publie alors, ils ont l'avantage, c'est qu'ils le précisent bien. C'est sur le site, ceux qui connaissent Mediapart, il y a une section et ils précisent que c'est l'AFP, c'est des papiers de l'AFP. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Loin de ça, même. Vous avez parlé donc de Mediapart, du HuffPost qui fait partie du groupe Le Monde. Alors il y a beaucoup de ce qu'on appelle les médias pure players, c'est-à-dire disponibles uniquement en ligne, qui sont en train de se développer. Est-ce qu'ils sont récupérés eux aussi par des grands groupes? Je pense à Slate, Atlantico, Conversation, des choses comme ça. Alors je pense qu'il y a plusieurs cas. Alors, The Conversations,
Non, alors ils sont complètement indépendants. Il se trouve que je connais bien le directeur de The Conversation France. Et là, The Conversation, il n'y a pas de problème. En plus The Conversation, c'est compliqué parce qu'il y a un Conversation France, il y a un États-Unis, il y a un Angleterre. Enfin, il y a toute une galaxie. The Conversation. Je sais que sur Sled, c'est pas aussi clair que ça, effectivement, mais alors je connais pas le détail. C'est un peu ce que je vous disais, quoi. Je vous ai parlé de Mediapart. Mediapart a mis en place un dispositif qui devrait éviter une situation comme ça, quoi. Il y a des pure players qui peuvent très bien se faire racheter. Il y en a qui se font racheter d'ailleurs. Rue 89. Rue 89, c'était un pure player il y a une dizaine d'années. Ils ont été rachetés par le Nouvel Obs et ils ont disparu en fait. Ils ont disparu. Alors je précise une chose sur rue 89, c'est qu'il y a un rue 89 Strasbourg, Bordeaux, Lyon, et eux sont complètement indépendants de rue 89. Enfin, ils ont rien à voir avec l'ancien rue 89. Ils sont d'ailleurs indépendants les uns des autres. Ils sont même pas. C'est même pas un groupe. Oui, ça peut arriver, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et c'est ce que j'essayais de vous. C'est l'exemple que j'ai donné de Mediapart, mais alors, je ne l'ai pas choisi au hasard, bien évidemment. C'est typiquement l'exemple d'une entreprise qui fait ce qu'il faut pour ne pas se retrouver dans cette situation-là. Alors, eux, en plus, ils ont la chance d'avoir les moyens financiers pour se le permettre. Mediacité a des mécanismes qui sont, à mon avis, pas aussi solides que Mediapart, mais ils essayent aussi de mettre en place des solutions comme ça. Mais c'est le risque, très clairement. C'est pour ça que Abou des médias milite, par exemple, pour que le droit d'agrément soit généralisé. Par exemple. Mais oui, c'est pas parce qu'on est pure player qu'on est indépendant. Hein. C'est pas un label. Eh bien, à La Chapelle, en ce moment, on a un bel exemple, justement, de l'indépendance de la presse locale comme Ouest France ou Presse Océan. Parce que dans l'heure de La Chapelle, on a une station de compostage, on l'a nommée Terre à Terre, avec compost in situ. Ce qu'ils sont en train de nous faire, ce n'est pas du tout légal. Et grâce aux journaux, on a un rendez-vous avec le service des préfets, des choses comme ça. Grâce aux journaux... Quel journal Ouest France, Presse Océan. Et en fin de compte, heureusement qu'ils sont avec nous, parce que là, en ce moment, ils sont en train de nous polluer les sols, ils sont en train de faire des nuisances à plus de 200 personnes. Il y a un comité... Non, mais là, l'exemple que vous donnez, c'est clairement ce que je disais au départ. Et moi, c'est le principe de mon engagement. Abou des médias, c'est pas un syndicat de journalistes. Hein. Moi, je défends pas les journalistes pour défendre les journalistes. Je défends l'indépendance de la presse. Il se trouve que l'indépendance de les journaux sont faits par des journalistes, mais parce que c'est un élément de démocratie. Après, là vous citez Ouest France et je ne sais plus le deuxième que vous avez cité. C'est aussi avec Ouest France. Oui, enfin bon, peu importe, mais bon, qui ont fait leur boulot, ils ne le font pas tous, hein, malheureusement. Mais ils l'en font bien là. Mais là, manifestement, ils l'ont fait correctement. Moi, c'est pour ça aussi que moi j'aime bien les journaux d'enquête indépendants style Mediacité ou Splan pour parler d'un journal breton, parce que là je veux dire eux ils ont personne à protéger quoi. Ils n'ont pas de lien avec un industriel, ils n'ont pas de choses comme ça. Alors je trouve que là Ouest France a bien fait son travail. Ouest France a plutôt un journal qui a bonne réputation, hein, même si je suis sûr qu'il y a des bémols, mais plutôt bonne réputation. Mais oui, c'est l'illustration. Je confirme ce que vous avez dit sur Mediacité, parce qu'en fin de compte, on les a contactés, ils nous ont dit, non, le sujet est tellement fort
que on est une petite équipe, on a très peu de moyens. Donc ça confirme ce que vous disiez. C'est le problème des petites structures comme Megacité. Esplam a exactement le même problème. Pour parler que d'eux, mais il y en a d'autres, je pourrais en citer d'autres. C'est que je crois qu'à Nantes, je connais moins les Nantais que les Lyonnais et les Lillois, mais je crois qu'ils sont 3. Donc je veux dire à 3, alors ils utilisent des pigistes bien évidemment, mais bon, ces 3, vous avez vite, si vous voulez produire des articles un peu régulièrement, vous ne pouvez pas mobiliser 3 personnes pendant 3 semaines, je dis n'importe quoi, sur un sujet, même sur un sujet important. Alors il y a peut-être une chose, et on commence à le voir, on commence même à le voir dans la presse indépendante, on le voit dans les journaux mainstream, c'est les consortiums. Un exemple récent, alors le Monde avec un consortium dont j'ai oublié le nom, a sorti un article, c'est la semaine dernière, sur je ne sais plus quel produit chimique, c'en est un des deux, il y en a un deuxième, ouais. Et donc là, c'est un certain nombre de journaux mondiaux, puisque par exemple The Guardian en fait partie, il y a des journaux allemands, il y a même des journaux américains, je crois, dans le consortium. Alors récemment, il y a des journaux indépendants qui se sont... c'était sur Drahi justement, qui se sont groupés, là, il y avait Blast, il y avait un autre journal, enfin ils étaient 3-4 et ils ont mis en commun des journalistes pour faire une enquête, parce que c'était une tellement grosse enquête que individuellement ils ne pouvaient pas le faire. En plus ils n'avaient pas tous le même média, Blast c'était plutôt vidéo, les autres étaient plutôt articles, enfin bon, voilà. Ils pouvaient en même temps profiter des compétences de chacun, mais c'est clairement une limite de certaines petites structures. Là, on a de la chance d'avoir Ouest France et Presse Océan, parce que là, franchement, et même maintenant, ils viennent, c'est eux qui nous téléphonent pour dire est-ce que vous avez des nouvelles. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que le jeudi, c'est le 28 mars, il y a une réunion donc à partir de 20h sur ce sujet, notamment sur le compostage qui met beaucoup de mauvaises odeurs et qui pollue nos sols. Donc c'est la salle Jean Jaurès. Alors je signale aussi une chose, c'est qu'il y a beaucoup de journaux, il y a beaucoup de médias, notamment dans les médias indépendants, qui proposent des lignes sécurisées pour les contacter. C'est le cas de Megacité, c'est le cas de Mediapart, c'est le cas de Disclose par exemple aussi. Enfin il y en a tout, il y en a plein. Donc vous pouvez, je l'ai pas mis, j'aurais pu le mettre aussi d'ailleurs. Je veux dire, si vous avez un cas qui vous tracasse dans le genre Splam, vous pouvez les contacter par exemple. On se voit juste à la fin justement pour que vous nous disiez qu'on peut contacter. Oui, je ne connais pas, j'ai pas la liste, mais il y a dans les médias indépendants, mais je pourrais vous donner quelques pistes. En fin de compte, excusez-moi, je ne vais pas prendre toute la soirée avec ça. On a terminé, c'est parce qu'en fin de compte, on recherche maintenant un contact avec 20 minutes, parce que c'est lu dans le tramway, partout quoi. Donc là, on cherche un contact avec le journaliste 20 minutes. Je ne suis pas sûr que 20 minutes vous offre ça. 20 minutes d'ailleurs, je crois qu'ils sont partis. J'ai une bêtise. Je me demande si Ouest France n'est pas en partie actionnaire de 20 minutes. C'est agricole sur notre... C'est agricole. Ouais, enfin ils ont plusieurs actionnaires, 20 minutes, mais... C'est très bien. Oui, moi j'avais une question par rapport à la motivation de ces capitaines d'industrie là, qui s'intéressent à la presse, aux médias, sachant que les modèles économiques sont très fragiles, que beaucoup n'atteignent même pas l'équilibre financier. Bon, alors pour Bolloré, on comprend bien, et quand on regarde CNews, on voit tout de suite les messages qu'ils veulent faire passer. Donc là, c'est clairement une télévision d'opinion. Mais pour les autres, je pense à Berger quand il était au Monde, Pigasse également, Kretinsky aujourd'hui, qui vient de nulle part, enfin de Tchéquie, Xavier Niel, voilà. Qu'est-ce qui les motive véritablement pour s'intéresser aux médias?
Est-ce que c'est une danseuse pour eux, simplement ou... Et en complément, et en complément, pourquoi des banques s'intéressent aussi à des médias, on possède tout plein. Bon, alors c'est une question très difficile. C'est une question très difficile. Et, par exemple, les banques, je saurais pas. Mais alors déjà, alors le film n'est pas récent, mais allez, regardez Citizen Kane, c'est trouvable, et vous trouverez une partie d'explication en regardant Citizen Kane, qui est un excellent film en passage, vous ne perdrez pas votre temps en le regardant. Bon, on peut quand même soupçonner très clairement, et Bolloré en est la caricature, qu'il y a quand même il y a quand même une optique d'influence. Alors l'influence c'est compliqué. Ça peut être, comme le fait Bolloré en mettant des émissions sur le catholicisme. Enfin bon, j'espère que je vais choquer personne en disant ça, mais stupides, qui n'ont à mon avis rien à voir avec le catholicisme. Bon, vous avez vu les courbes que je vous ai montrées, il ne le cache pas, il le dit d'ailleurs, il le dit. Mais l'influence, c'est aussi frotter le dos à un homme politique quand un SFR veut, je sais pas, obtenir quelque chose, quand vous regardez bien dans les groupes de téléphonie, ils ont presque tous, enfin, quand je dis presque tous, ils ont tous des participations à l'ENA. Tous. Ça, ils savent très bien que... Si, avec OCS et tout ça, bon, ils revendent, mais ils savent que les tuyaux, c'est pas là où il y a de la valeur ajoutée, donc c'est dans les contenus. Ouais, bon, enfin, les contenus, je veux dire, un article sur l'élection présidentielle, c'est pas avec ça qu'ils vont faire de l'argent. Mais bon, voilà. Alors l'influence, c'est quelque chose de complexe. On peut quand même imaginer que pour une personne derrière, il ait envie d'avoir de l'influence. On peut quand même imaginer. Alors après, on dit, c'est pas rentable. Alors c'est vrai. Si demain vous achetez Ouest France, vous ne gagnerez pas des millions. Mais, et c'est pas les plus mauvais. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Drahi, quand il a fait ses tours de passe-passe avec Libération, a priori, il a gagné pas mal d'argent quand même. Parce qu'il a vendu ses parts de Libération à une entreprise qui était possédée par SFR, en faisant une plus-value, qui les a vendus après, etc. J'ai lu tout à l'heure, en venant avant le train, le montage, je suis incapable de vous en dire tout le montage. Donc je ne pense pas que là, M. Drahi ait perdu de l'argent, sans compter qu'il a fait une opération fiscale très intéressante. Même si c'est difficile, on n'a pas les chiffres, je précise, on n'a pas les chiffres. Une opération fiscale très intéressante. Et c'est ce que, alors on en a parlé un petit peu en mangeant tous les deux ce matin. Je citais un autre groupe qui n'est pas connu, qui s'appelle Reworld Media. Reworld Media, malgré le nom anglais, c'est un groupe français qui possède énormément de magazines. J'essaie de trouver des exemples, j'en trouve que deux. Il y a Gradia pour la presse féminine, il y a Science et Vie. Je connais très bien le dossier français de Science et Vie pour avoir participé de près à une campagne. Donc ils ont, eux, leur modèle économique, c'est pas de faire de la presse, bien qu'ils en possèdent des quantités incroyables de magazines. Il y a un magazine qui s'appelle Casse-Croûte, ça je me rappelle. J'ai toujours fait rire son nom de magazine. En fait, le modèle de Reworld, c'est de vendre de la publicité. Et quand vous lisez des articles Reworld, vous ne le savez pas, mais il y a des articles qui ont été payés.
qui ont été payés par des entreprises qui veulent se faire de la publicité. Et Reworld Media, le modèle de Reworld Media, il est très clair. Le directeur adjoint, quand il y a eu la crise à Sciences et Vie, a fait une interview, il a dit la carte de presse, c'est bon pour grand-papa, hein, c'est fini. En fait, il vide les rédactions des journalistes. Et à la place, ils mettent des jeunes qui sont payés à coups de lance-pierre avec des statuts qui ne sont pas des statuts salariés, et qui sont ce qu'ils appellent des content managers, et qui font du copier-coller sur Internet, en fait. Et à tel point, quand ils ont l'histoire Sciences et Vie, quand ils ont attaqué Sciences et Vie, parce que Sciences et Vie pensaient qu'ils ne seraient pas attaqués, mais ils ont été attaqués, ils ont séparé la rédaction numérique de la rédaction papier. Ils ont viré tous les journalistes de la rédaction numérique et ils ont mis des trucs. Et à tel point que... Alors, Sciences et Vie, c'est un journal qui a plus de 100 ans, qui a 110 ans, 120 ans. Je veux dire, quand on lit Sciences et Vie, on lit une référence scientifique. Il y avait des erreurs. Alors, imaginez, alors c'est pas été le cas, mais imaginez que tout d'un coup, un content manager dise le vaccin contre le Covid, c'est de la merde. Ça serait passé quoi? Alors ça s'est pas passé, hein, je précise, ça s'est pas passé. Mais heureusement les articles étaient plus. Un article sur une momie qu'ils avaient trouvée soi-disant en Italie, qui était complètement fou, mais bon, ça n'avait pas de conséquences, ça a fait rire beaucoup les scientifiques, et ça n'avait pas de conséquences. Mais ils ont tellement dégoûté les journalistes que la plupart sont partis, parce que tous sont partis. Je crois qu'ils étaient 12, il y en a 10 qui sont partis, et qui ont créé un concurrent qui s'appelle Epsilon, avec 2 O, qui taille des croupières à Sciences et Vie. Et donc Grazia, je crois Grazia, il n'y a plus aucun journaliste dans la rédaction de Grazia. Enfin, si on peut encore appeler ça une rédaction. Alors, ça a beau être un journal féminin, je veux dire, il y a des articles quand même. Hein. Il y a quand même des articles. C'est pas parce que c'est des articles qui peuvent paraître légers. D'abord, ils ne le sont pas toujours. Et puis, il y a quand même une éthique journalistique. Par rapport au capitaine d'industrie dont on parlait tout à l'heure, est-ce que c'est pas, au-delà d'un pouvoir d'influence, un pouvoir de nuisance? C'est-à-dire que, en gros, messieurs les politiques, laissez-nous tranquilles, et on vous laisse tranquille, et... C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose, mais... Si, c'est le même genre. C'est le même genre. Le problème. Alors, ce que je veux dire est une hypothèse, mais ce n'est pas moi qui l'ai inventé, je le précise. C'est pas moi qui l'ai inventé. À partir du moment où vous voulez vous présenter aux élections à Nantes, vous avez un journal Ouest France qui, imaginons qu'il ne soit pas ce qu'il est, et qui ne parle pas du compostage, et qui soit un mauvais journal sous contrôle d'un méchant capitaliste, vous n'avez pas envie de vous mettre à dos le méchant capitaliste. Donc vous n'allez pas demander une loi qui fait sur l'indépendance de la presse. Et ça devient un cercle vicieux. Ça devient un cercle vicieux. Quand vous êtes un homme politique, vous n'avez pas envie de vous mettre, et c'est exactement ce que je dis, vous n'avez pas envie de vous mettre à dos un certain nombre de personnes qui peuvent vous descendre juste en claquant les doigts. Donc ça peut devenir un système. Et beaucoup de gens soupçonnent que justement la difficulté de faire une loi sur l'indépendance de la presse ou sur l'anti-concentration de la presse, c'est que les hommes, les femmes politiques sont un peu frileux. Moi, on m'a chargé de vous poser une question à propos du livre scolaire qui apparemment est publié par Hachette à 74%, et vu qu'Hachette appartient en partie à Bolloré, du coup, on peut se poser la question de quel contenu est donné aux enfants dans les livres scolaires, dans l'enseignement scolaire. Bon, alors je ne connais pas ce livre scolaire, donc je ne vais pas parler. Les livres scolaires, je ne vais pas parler
mes enfants ont quitté l'école depuis longtemps, donc je n'ai pas parlé des livres, des livres Hachette, je n'en sais rien, mais on peut avoir un doute légitime. Et j'avais une autre question au sujet du média qui a été créé récemment par le journaliste engagé Hugo Clément, qui a créé son média indépendant, Vaquita, et j'ai appris récemment qu'apparemment il serait détenu, financé par des milliardaires. C'est ce que j'ai entendu. Alors j'ai Qu'est-ce que vous pouvez dire sur Vaquita? J'ai vu ça effectivement très récemment. En plus, je suis malheureux parce que je suis abonné à Vaquita. Après, on peut se poser la question, est-ce qu'il a pris l'argent là où il y en avait Je sais pas. Je sais pas répondre à cette question. Je sais pas. Mais j'ai entreaperçu ça effectivement il y a pas longtemps. Non, il y a quelque chose, mais non, je sais pas. Je préfère ne rien dire parce que je ne sais pas. Mais ce serait dommage si c'était. Il y a d'autres questions. Tu as dit, Romaric, que l'indépendance des journalistes, elle pouvait malgré tout être préservée, même s'il y a un actionnariat d'industriels ou de financiers en amont, le monde en est un exemple. Donc, encore une fois, qu'est-ce qui est le plus important, quoi? Est-ce que c'est la nature de l'actionnariat ou le fait d'avoir réussi à mettre en place des structures qui permettent aux rédactions d'être malgré tout indépendantes, comme c'est le cas pour Le Monde, par exemple? Moi, je pense, on m'a posé tout à l'heure une question sur les pure players. Est-ce qu'être pure player, c'est une garantie? J'ai répondu que non, ça n'en est pas une. Donc ce sont les mécanismes. Ce sont les mécanismes qui sont les plus importants. Alors je vais sortir un peu de la France et je vais sortir de l'aspect capitalistique. Mais on peut très bien faire le parallèle. Il y a, au mois de novembre dernier, il y avait à Bruxelles, il y avait un petit, enfin pas un petit avion, c'était pas si petit que ça, c'était plutôt gros, ce qui s'appelle les Assises européennes du journaliste. Et il y avait une journaliste slovène, qui était interrogée dans une table ronde. Alors, on parle beaucoup de la Hongrie, hein, mais il faut savoir que jusqu'aux dernières élections, parce que ça a changé aux dernières élections, la Slovénie, c'était comme la Hongrie. Hein. Il y avait un président ou un premier ministre qui n'était pas génial. Donc au mois de novembre, je ne sais pas si c'est toujours le cas, j'ai cherché l'info, je ne l'ai pas trouvé. Ça faisait 6 mois que la télévision slovène était en grève. Parce que justement, le gouvernement slovène les avait attaqués sur leur indépendance. Alors là, c'est pas l'indépendance capitalistique, c'est l'indépendance vis-à-vis d'un État. Mais elle disait une chose très très juste, elle disait « Ne pensez surtout pas que les choses sont acquises ». Elle dit, bon, elle était assez jeune, donc je pense que 89, elle n'était pas journaliste, mais elle dit, nous on a vu en Slovénie la démocratisation monter, tout se passait bien, on partait de bas, mais ça se montait, côté des journalistes, à la télé nationale, tout allait bien, puis tout d'un coup, tout s'est effondré. Donc c'est vraiment les mécanismes qui sont importants. Alors je vais faire de la politique fiction là, mais si à la télévision slovène il y avait eu un mécanisme pour les protéger, peut-être que ça ne se serait pas passé. Si demain Vincent Bolloré veut acheter Mediapart, juridiquement il n'y arrivera pas. Il ne pourra pas le faire. Parce qu'il y a des garde-fous pour éviter de le faire. Donc ce qui est important, ce n'est pas la nature de l'actionnariat, c'est vraiment les mécanismes qui sont là pour protéger. Il y a deux positions. On peut voir les choses de deux manières. Le Front pour la presse libre, qui est une émanation donc, de Mediapart, comme je l'ai dit. Et je précise que
Un bruit des médias et le FPL s'entendent très très bien. Très bien. On fait des choses ensemble, il n'y a aucun problème. Mais eux, leur credo, c'est de dire, en dehors de la presse indépendante, point de salut. Bon, pourquoi pas, moi j'en lis beaucoup, la presse indépendante, j'ai pas de problème avec ça, hein. J'adore ça, la presse indépendante. Nous, ce qu'on dit à un bruit des médias, c'est que l'information, ça coûte cher. Donc si des personnes veulent mettre de l'argent dans les médias pour faire de l'information de qualité, en faisant en sorte qu'il y ait des dispositifs qui protègent la rédaction, pourquoi pas? Il n'y a pas de raison que ça soit opposé. Bon, alors après, je vous laisse vous faire votre propre opinion là-dessus. Mais pour moi, ce sont les mécanismes qui comptent avant tout. Aujourd'hui, acheter Mediapart, c'est pas possible. Oui, quand là, le micro au fond. Oui. Je ne devrais pas en avoir trop besoin. Non, mais ça enregistre, j'imagine, aussi sans micro. Ça oui, il y a deux choses. On a eu l'occasion de dîner ensemble tout à l'heure. Vous avez parlé d'une bibliographie que vous aviez établie, que vous pourriez laisser éventuellement aux participants là. Donc, et puis il y avait une chose aussi, c'était, vous avez dit, la loi de 46 qui préservait la presse, enfin organisait la diffusion de la presse. Elle est obsolète d'abord parce qu'elle est 46, elle a été revue depuis, mais il n'y avait pas Internet. Et je veux dire, dans la part de ce que les jeunes consomment comme, les plus jeunes que nous du moins, consomment comme information, Internet est très importante. Alors, d'une part, qu'est-ce qu'il y a de... Comment ça peut être contrôlé, régulé, ce type de médias? Et deuxièmement, vous avez évoqué aussi l'espoir d'une loi européenne qui garantirait un statut un peu plus facile pour que les rédactions travaillent sereinement, quoi. Voilà. Aujourd'hui, quand on regarde le petit histogramme que je vais pas arriver à montrer, que j'ai fait commenter tout à l'heure, je vais le trouver, voilà. Aujourd'hui, la majorité de l'information est consultée sur Internet. Alors, soit par des réseaux sociaux, ce qui pose un certain nombre de questions, mais soit par exemple le site du Monde, du Figaro, etc. Le site du Monde est le site le plus regardé dans les médias traditionnels. Le Figaro est pas très loin derrière, je crois. Donc aujourd'hui, la diffusion sur Internet, c'est complètement fondamental. Et aujourd'hui, la loi française ne parle à aucun moment, je dis bien à aucun moment, de la diffusion sur Internet. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de protection juridique sur Internet. Alors, il y a l'Europe. Alors, met le nez dans Internet. Alors ça, pour ça, il n'y a pas de problème. Il y a déjà une... Alors j'ai oublié le nom du règlement, mais c'est un trait au droit voisin. Le droit voisin, c'est quand un journaliste publie, je sais pas, un journaliste de Sud-Ouest publie un article dans Sud-Ouest, et que cet article est repris par Google sur, vous savez, Google News ou Amazon News, etc. Il y en a un certain nombre. Aujourd'hui en Europe, grâce à les journalistes et le journal ont droit à des droits d'auteur qui sont... alors c'est pas encore complètement bouclé parce qu'il y a des négociations entre les médias et les GAFA, mais aujourd'hui là ça existe. Aujourd'hui il y a en préparation donc le règlement EMFA, European Media Freedom Act, qui d'ailleurs parle pratiquement sur... c'est un document assez gros, qui parle pratiquement sur un tiers des diffuseurs, des plateformes de diffusion Internet. Et il y a deux autres directives qui s'appellent... Enfin, il y a deux autres directives sur le... Il y a deux autres... Alors, c'est pas des règlements, je crois que c'est des directives. La différence entre un règlement et une directive doit être reprise en droit national et le règlement s'impose directement. Il n'y a pas de reprise en droit national. Sur la diffusion sur Internet. Alors l'EMFA, je le connais, je commence à la connaître, les deux autres, je les connais pas.
Je les ai pas encore lus. Mais là, la loi française a un trou béant. Et est-ce qu'un bout des médias milite justement pour que la loi française change par rapport à ces nouveaux moyens d'information? Alors, aujourd'hui, dans les propositions qu'on fait, on n'a pas pris en compte ça. On n'a pas encore pris en compte ça. C'est un manque, on travaille dessus, mais on n'a pas pris en compte ça. T'as le micro pour que ça enregistre. Bonsoir. Par rapport au graphique que vous nous présentez, là, les modes d'information par les réseaux sociaux, je pense que Twitter, Instagram, TikTok, ça s'adresse à une population qui est un peu plus jeune que nous. Comment? Pas Twitter. Non, pas Twitter, oui. Non, Facebook. Et en fin de compte, et les autres médias, et surtout, c'est qu'on sait que quand on fréquente des médias, qu'on commence à regarder un type d'information, par exemple la Terre est plate, on va avoir un autre article qui va nous dire que c'est vrai, et un autre qui va nous dire qu'on nous a toujours menti. Et en fin de compte, l'information, elle est biaisée. Quand on a toujours le même d'information qui nous conforte dans notre idée, vraie ou fausse. Il y a des systèmes d'algorithmes qui... Alors là, c'est un sujet en lui-même. C'est un sujet en lui-même, alors que je maîtrise très mal d'ailleurs. Mais c'est un sujet en lui-même. Il y a un livre qui s'appelle... par un chercheur qui s'appelle Chavalarias. C'est un mathématicien, mais il ne l'a pas écrit pour ses collègues mathématiciens, il l'a écrit pour nous tous. Sur le sujet, justement, sur le sujet. Alors, moi, je m'informe sur Twitter, par exemple. Alors, je ne crois pas que la Terre est plate, je vous rassure tout de suite. Je le rassure tout de suite. Je le rassure tout de suite. Mais c'est clair, j'en reviendrai à comment je fais. C'est clair que sur les réseaux sociaux, vous avez un risque non négligeable de tourner en rond, ce que vous avez appelé les algorithmes, qui s'appellent les algorithmes, et que vous retrouvez toujours avec le même type d'information. Ça s'appelle une chambre d'écho chez les scientifiques. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez crier ce que vous voulez, mais c'est toujours la même information qui vous reviendra. C'est toujours la même information qui vous reviendra. Alors moi, je m'informe sur Twitter. Alors encore une fois, je sais que la Terre n'est pas plate. Mais par exemple, j'ai sélectionné. Par exemple, je m'informe sur la guerre en Ukraine sur Twitter. J'ai sélectionné quelques sources. Au début, j'ai regardé ce qu'ils écrivaient, puis après, j'ai regardé quelques jours ou voire quelques semaines après ce qu'ils se disaient dans la presse, dans Le Monde par exemple, ou dans d'autres médias, pour voir si ça se recoupait. Et j'ai pu sélectionner quelques auteurs sur Twitter qui disent des choses plutôt correctes, mais que je ne lis pas de la même manière que quand je lis un article du Monde. L'éducation aux médias, et que vous avez plusieurs sources, à la fois le support électronique, le support papier, peut-être le support visuel avec la télé, que les jeunes gens qui vont... Non, mais ce que vous dites est totalement... alors vous dites deux choses, vous avez dit deux choses importantes. Vous avez prononcé le mot éducation aux médias, enfin l'expression éducation aux médias, et ça c'est un point clé, très clairement. Alors la France fait des efforts, probablement pas assez, mais il y a quand même des initiatives qui sont prises. Enfin, quand je dis probablement pas assez, mais des initiatives qui sont prises. Et effectivement, il y a des gens qui se font avoir. C'est évident. En délirant un peu, ne peut-on pas imaginer un journal qui serait fait avec l'intelligence artificielle? Alors ça, c'est une question qu'il faudrait poser aux journalistes et pas à moi, mais j'ai cru comprendre qu'un certain nombre s'inquiétaient beaucoup. J'ai cru comprendre que certains s'inquiétaient beaucoup de ce sujet-là. Ouais.
Non, c'était simplement pour réagir à ce que vous disiez en tant que jeune, du coup, qui utilise quand même pas mal les réseaux sociaux. Vous l'avez un peu évoqué, c'est vraiment une question effectivement d'éducation, de savoir aller chercher l'information. Puis c'est ce que j'ai dit récemment à mon petit frère qui découvre les réseaux sociaux. On a le compte Instagram qu'on choisit d'avoir. Donc ce sera en fonction de vos abonnements, en fonction des petits cœurs que vous mettez sur les publications, en fonction. Voilà, donc les réseaux sociaux peuvent être une mine d'informations si on sait les utiliser et contrebalancer avec d'autres sources d'informations. Oui, c'est ça. Puis dans les sources que j'ai sélectionnées, il y en a sur lesquelles j'ai pratiquement confiance à 100%, et il y en a que je lis tout en sachant que bon, il faut un peu me méfier, quoi. Je lis des sources ukrainiennes qui écrivent en anglais, je ne parle pas ukrainien, mais qui écrivent en anglais. Bon, il y en a quelques-unes, ils sont gentils, mais bon, c'est un peu gros, quoi. Mais je suis d'accord avec vous, hein, c'est les réseaux sociaux, on se fait aussi ces réseaux sociaux, mais il faut faire attention, hein, parce qu'on peut se faire avoir, hein, tous. Hein. Je fais le malin en disant que je m'informe sur Twitter, mais peut-être que je me suis fait avoir. Hein. Ça m'est arrivé de me faire avoir. Hein. Effectivement, c'est intéressant aussi, quand on parle plusieurs langues, de pouvoir voir comment un même thème au même moment est abordé d'un média à l'autre et surtout d'un pays à l'autre. Là, on découvre pas mal de choses. C'est souvent assez tendancieux. Alors malheureusement, je ne parle qu'une langue étrangère, donc je n'ai pas beaucoup de références. En plus c'est l'anglais, donc l'anglais, vous trouvez tout en anglais. Vous trouvez tout en anglais. On parlait de l'Ukraine, il y a y compris un excellent journal ukrainien qui s'appelle Le Kiev indépendant, je crois que c'est ça, que je lis de temps en temps. Oui, forcément. Là, aujourd'hui, je n'ai parlé que de la France. Hein. Les situations, tout à l'heure, pendant le dîner, là, on me demandait comment c'était dans les autres pays. Alors déjà je ne sais pas très bien, pour être franc. Pour être franc. Mais après, vous avez des situations, je parlais de la Hongrie et de la Slovénie. Aujourd'hui, leur problème, c'est pas Bolloré, quoi. C'est leur Premier ministre, quoi. C'est leur Premier ministre. Alors les premiers ministres en Slovénie, je sais pas, mais en Hongrie, ça je le sais, qui a placé ses copains à la tête des médias, mais c'est d'abord et avant tout un problème politique. On sait qu'en Allemagne, du fait de la structure politique allemande dans Landers, ils sont un petit peu protégés parce que du coup ce qui se fait dans le Lander A et dans le Lander B qui est juste à côté parce qu'on a la même chose, quoi. Tout. Et puis si vous voulez regarder, vous regardez le classement de RSF, des pays de RSF, vous verrez que la France n'est pas génialement classée. Non, il y a différents types de démocratie et la France est... Non, la France n'est pas... Ouais, la France n'est pas très très... Je sais plus quel est le classement de la France, mais il n'est pas... Il ne faut pas se leurrer exactement. Moi j'ai une question indiscrète à vous poser. Je combien de temps vous passez par jour pour être bien informé? Comment vous répondre? Alors, déjà ma femme ne sait pas à quoi je suis abonné. Non, elle le sait, je plaisante. Je plaisante. J'y passe beaucoup de temps. Dans mon cas, c'est presque une passion, hein, mais j'y passe beaucoup de temps. Et d'ailleurs, c'est un problème parce que tout à l'heure, on parlait de Vakita, par exemple. Je me suis abonné à Vakita. Ça doit faire 15 jours transmettre. Je n'ai pas encore regardé un seul reportage de Vakita. Parce que j'ai pas eu le temps, tout simplement.
Mon mari Descendant. n'est pas social. D'ailleurs. Ah oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on va clôturer pour ce soir. Juste une information pour vous dire qu'il n'y aura pas de café citoyen malheureusement au mois d'avril. Nous, on va se réunir quand même entre nous pour travailler, mais on va inaugurer 2 nouveaux cycles d'ici la fin de la saison. Un premier autour des questions environnementales, autour des dérèglements climatiques, ça nous paraît quand même assez important. Et le 4 mai, on accueillera Ghoslan Fleury-Bailly, qui est professeur en psychologie sociale et environnementale à l'Université de Nantes et qui parlera de la question de l'éco-anxiété. Voilà, et il y aura sans doute derrière l'année prochaine d'autres séances consacrées à ces questions environnementales. Et puis il y a un deuxième cycle aussi qui nous intéresse et qui a été aussi un peu plébiscité lors de notre AG aujourd'hui, c'est des questions de géopolitique. Et donc on aura à nouveau Michel Catala, pour les plus anciens du Café Citoyen, peut-être qu'ils s'en souviennent, qui était venu il y a pas mal d'années déjà, 10 ans maintenant. Voilà. Et donc le thème c'est l'Union européenne face aux différentes crises qu'elle traverse actuellement. Donc il y a bien sûr la crise sanitaire, la crise économique et l'inflation aujourd'hui, et puis bien sûr les problématiques géopolitiques liées à la guerre en Ukraine. Voilà, ça ce sera le 1er juin, donc vous pouvez déjà noter sur votre agenda, 4 mai et 1er juin pour cette saison, et on se retrouvera évidemment l'année prochaine avec les amis. Bonne soirée à tous et merci.